Donc ces exos, ils portent principalement sur... c'est un peu toujours le même principe, ce principe de la loi de Lenz, selon laquelle si jamais on fait varier le flux du champ magnétique, et j'insiste, le flux, pas forcément le champ lui-même, mais son flux, et à ce moment-là, on va avoir création d'un courant induit. Et ce courant va avoir pour but, finalement, de rétablir le flux qui a changé, quoi. Donc, on verra un peu les différentes manières qu'il peut y avoir de faire varier le flux, mais globalement, c'est toujours un petit peu le même principe, quoi. Et puis après, il y aura des exos sur un peu plus, en particulier les bobines dans les circuits, comment c'est utilisé. Donc pour commencer, c'était en gros, il n'y avait pas tant de formules que ça. Là, c'était plus de, comment dire, savoir raisonner avec les mains, on va dire. Mais bon, la formule, c'est quand même la loi de Faraday qui est que U égale moins d de phi sur dt. La tension induite, c'est en gros, c'est proportionnel à la variation du flux, le flux de B, donc je vais mettre phi B, par rapport au temps. Alors là, dans la formule, on vous a rajouté un n parce que parfois vous avez, plusieurs spires, mais c'est un peu accessoire si on a compris que le flux du champ, c'était le flux fois la surface totale, et puis c'est sûr, quand on a plusieurs spires, on a plusieurs fois la surface, donc vous pouvez aussi la retenir comme ça. En fait, ça, c'est la formule générale. Voilà, ils ont explicité le fait que quand il y avait n spires, il fallait pas oublier de multiplier par le nombre de spires, mais la formule générale, c'est ça, U égale moins d de phi sur dt. Alors le moins, on s'en fout un peu, c'est juste pour montrer qu'il y a une opposition, mais en soi, on verra que qualitativement, pour les exercices, ce qu'on vous demande, c'est en général soit la valeur absolue de la tension induite, donc finalement, on ne va pas vous piéger sur le signe. Par contre, on va vous piéger sur sur le sens du courant. Donc là, et ça sera plutôt qualitativement qu'il faudra raisonner. Donc si vous n'avez pas trop compris comment on utilise ce moins, vous inquiétez pas, en fait, on ne l'utilise pas vraiment. Est-ce que vous avez des questions à ce stade sur le formulaire? Moi, j'avais une question par rapport au flux magnétique, en fait. Ouais. C'était que, en fait, c'est souvent le flux magnétique, ils disent qu'il est perpendiculaire à la surface, et après, ils disent que B fois A fois cos de θ, enfin, c'est la formule, mais sauf que je comprends pas parce que cos de 90, pour moi, ça fait 0, du coup, enfin, ça voudrait dire que c'est temps égal à 0. Enfin, Ouais, alors, bien vu, c'est bien qu'on règle ça maintenant. Alors, non, ce qu'il faut pas. Alors, en gros, tu as, en général, on te parle d'un élément de courant, voilà, avec une intensité, alors, par exemple une spire, ok. Et ce qui est perpendiculaire à, donc, tu as un vecteur surface, lui, voilà, je le représente comme ça. Ça, c'est le vecteur A ou le vecteur S, peu importe, c'est le vecteur surface. Il est perpendiculaire à la surface. D'accord? Ça c'est par définition. Lui, il est toujours perpendiculaire. Ok? Après, tu vas placer cet élément de courant dans un champ magnétique externe qui peut avoir n'importe quelle direction. Par exemple, je peux choisir d'avoir un champ magnétique externe qui est comme ça. D'accord? Donc là, si je suis dans ce cas-là, le flux de B à travers cette surface-là, ça va être B, le vecteur B scalaire S. Donc ça va être la norme de B fois la norme de S fois le cosinus θ en appelant ça θ. D'accord? ah, ok, mais en fait, je crois que c'est pas la spire, enfin, c'est genre le plan où elle est la spire, enfin, où c'est perpendiculaire, là, sur le dessin. Oui, c'est ça. Ouais. Donc bon, là, j'ai fait ça un peu si tu veux, en représentation comme ça. Donc il y a la spire comme ça, qui est dans un plan, et son vecteur surface, par définition, est perpendiculaire à ce plan.
Ok. Donc ça, si tu veux, c'est la définition. Mais par contre, B, le vecteur B ext, lui, il vaut ce qu'il vaut. Lui, il est libre de prendre ce qu'il veut. Donc quand tu veux calculer le flux de B à travers cette surface-là, en gros, c'est là où tu vas faire intervenir un cos. Hein. Parce que là, tu vois que B, le vecteur B et le vecteur S ne sont pas tout à fait parallèles. Ouais, ok. Il y a un angle. Oui. Ok. Donc voilà, je pense qu'il y a souvent une... comment dire, il y a souvent une confusion dans le sens où, en fait, on prend souvent B comme ça, si tu veux. On prend souvent B, un BX qui est comme ça, et du coup, on n'a pas de... Enfin, le cos vaut Oui, c'est toujours pour ça que 1. je ne savais pas que c'était oui, perpendiculaire ou. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Mais en Merci. fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que notre vecteur surface, c'est une définition, il est toujours orienté comme ça, sur l'axe de la spire, hein, en gros. Par contre, le champ B, lui, il vaut ce qu'il vaut. Et c'est justement en regardant cette différence entre Bxt et le vecteur surface, cette différence d'angle, qu'on va parfois avoir un flux qui va varier. Parce que là, tu vois, le flux de B à travers cette spire, ici, il est plus faible que si mon champ B, il était comme ça. Tu vois, parce que là, mon champ B, il est pleinement efficace. Là, ça va être B fois S fois le cos de 0 qui vaut 1. Ok. Ouais, c'est bon, je vois. Merci beaucoup. Je vais juste changer un truc là. Ok, parfait. Donc on reprend. Alors, pas d'autres questions sur le formulaire? Non. Alors, bon, ensuite, cette question 1, ouais, donc là on rentre un peu dans le vif du sujet. Est-ce qu'un champ magnétique constant au cours du temps produit un courant continu aux bornes d'une bobine plongée dans ce champ? Alors, il y a un truc qui est incohérent ici, c'est qu'on vous parle d'un champ magnétique constant. Et est-ce qu'il va produire un courant? Est-ce que c'est logique, quelque chose qui soit constant produise un courant? En vrai, c'est pas vraiment logique, parce que si on reprend notre... Ça va être un peu le schéma de base à venir. Hein. En gros, imaginons que là, j'ai mon champ magnétique extérieur. D'accord. Bon, pour simplifier, on va supposer que il est cette fois-ci effectivement dans le même sens que le vecteur surface. Okay. Et bien si donc là, si j'écris l'expression du flux de B, ça va être B fois S, ça c'est toujours le cas. Hein. Et ici, dans ce cas-là, ça va être égal à Bxt fois la valeur de la surface, et puis il n'y a pas de cos parce que c'est dans le même plan, sur la même droite, pardon. Donc, le flux, il vaut Bx fois S, et dans ce cas-là, en tout cas, bon là, il n'y avait pas de contexte, mais dans ce cas-là, si B ne varie pas, vu que S, ici, on ne dit pas que S varie, si B ne varie pas, S ne varie pas, et la direction entre les deux ne varie pas, mon flux est constant. Si mon flux est constant, d de phi sur dt égale à 0. D'accord? Le flux ne varie pas dans le temps. Donc, ça implique que quoi? Vu que la valeur de la tension induite, hein, la tension induite, c'est d égale à moins d de phi sur dt, du coup, j'ai une tension induite qui est nulle. Et si j'ai une tension induite qui est nulle, je n'ai pas de courant. D'accord? Donc, j'ai pas de courant, donc j'ai pas de courant continu non plus. Quoi. Ensuite, un champ magnétique qui varie au cours du temps produit un courant alternatif aux bornes d'une bobine plongée dans ce champ. Alors, ici, c'est presque juste, mais en fait, ça n'est pas tout à fait.
En fait, ce qui est imprécis ici, c'est on vous dit juste que B, on suppose que B varie au cours du temps. Alors là, si B varie au cours du temps, ça c'est plus intéressant parce que si B varie au cours du temps, bah là, ça va être du coup B de T fois S, mais B varie au cours du temps. Donc quand je vais faire D de phi sur dt, je vais faire D de D de B fois S sur dt. Et vu que B varie au cours du temps, bah, le flux va aussi varier au cours du temps. Et du coup, je vais effectivement avoir une tension induite qui est non nulle. D'accord. Donc là, je fais de l'induction. Là. Par contre, est-ce que ce sera forcément un courant alternatif? Eh ben, en fait, non, parce que ça dépend de comment B varie. Donc, si vous faites effectivement un B qui varie, si je représente la norme de B en fonction du temps, si vous faites un B qui varie comme ça, eh ben, effectivement, le flux va varier comme ça. Et quand vous allez faire d de phi sur dt, en fait, vous allez aussi avoir une tension induite qui va varier comme ça. Donc, vous allez avoir dans ce cas-là un courant alternatif. Mais en fait, on ne vous disait pas qu'on prenait un B sinusoïdal ou quoi que ce soit. On aurait très bien pu avoir, si vous voulez, par exemple, un B qui grandit comme ça. D'accord? Or, si B varie comme ça, d de B sur dt, bah là, la dérivée d'une droite, c'est une constante. D'accord? Donc, si là, j'ai pris un champ B qui varie au cours du temps comme ça, j'aurais eu un courant, une tension induite non nulle, hein, qui existe, mais qui est constante. Et ça ne constitue pas un courant alternatif. Vous voyez? Donc, si vous avez... En fait, ça peut produire un courant alternatif, mais il faut que B varie aussi de manière alternative, vous voyez? Or, on vous dit juste B varie au cours du temps. Ouais, c'est un peu subtil, hein, mais voilà pourquoi c'est faux en réalité. Juste, Ouais. comment on pourrait faire un champ magnétique constant, enfin, avec une bobine, Comment... Quelle est la question? comment on fait pour faire un champ constant, enfin, pas alternatif? Un courant constant ou un champ constant? Un champ constant, pardon. Bah, un champ constant, en fait, c'est assez facile. Alors, si tu te souviens de la série de la dernière fois, quand tu prends si tu prends un solénoïde comme ça, tu prends plein de spires comme ça, et bien, et si tu prends un courant I, tu imposes un courant I constant, tu vas créer un champ B ici, un champ B constant dont la valeur vaudra mu0 n i sur L, par exemple. Ok, merci beaucoup. C'est une méthode. Ok. Mais en fait, si tu veux, si tu prends un courant I constant, que I ne varie pas dans le temps, ça va générer un champ B constant. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, vous comprenez cette proposition B, hein, j'insiste parce qu'elle est assez subtile. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va refaire un dessin. Ici, on a notre bobine. Et puis, on va approcher un aimant. Alors, un aimant, on a le nord et le sud. Et vous savez qu'en gros, je vais dessiner les lignes de champ, mais en gros, B dans l'espace, il fait comme ça. Hein. Et puis du coup, voilà, il est orienté comme ça ici. Et puis après, je fais les flèches comme ça là. Et après, ici, il re-rentre, hein, donc il est orienté comme ça, du nord vers le sud. Et tout ça, bien sûr, plus vous êtes proche de l'aimant, plus c'est fort. Donc là, au début, si j'ai fait une flèche comme ça, et ben, quand je suis plus loin, ça va être comme ça, et puis ensuite, ici, ça va être comme ça. Plus vous êtes loin de l'aimant, plus le champ magnétique créé par l'aimant est faible.
Donc, en translatant un aimant à l'intérieur d'une bobine sur son axe, une tension induite est générée, car, alors, tout porte sur ce car, pourquoi il y a une tension induite? Eh bien, si vous approchez l'aimant, on est d'accord que le B ici sur le B ici, il est sur l'axe. La surface de ma bobine, c'est tout simplement le nombre de spires fois la surface d'une spire. Donc ça ne change pas. Par contre, ce qui va changer, c'est la norme de B. Au début, ici, au niveau de ma spire, ici, le champ créé par l'aimant, il est tout petit. Par contre, si je rapproche complètement l'aimant, que je le déplace de ça, si je le déplace de tout ça, et ben à ce moment-là, je vais faire ressentir le champ B maximum qui se trouve ici au niveau de la spire. Donc en fait, j'ai augmenté la norme du champ B créé par l'aimant. Et c'est ça qui va faire qu'il y aura une tension induite. C'est pas la surface. Hein. La surface, elle varie pas. Ok. Et ensuite, la D, la tension induite au bord d'une bobine est non nulle uniquement lorsque le champ magnétique extérieur dépend du temps. Alors, c'est le cas quand le champ magnétique varie en fonction du temps, on l'a vu, mais ce n'est pas le cas. En fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse là, c'est expliciter une fois ça. Donc ça, c'est égal à norme de B de t, fois la norme de S, fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs B et S, on va l'appeler θ. Donc quand je fais dφ sur dt, il suffit que un de ces trois termes varie dans le temps pour que j'ai une tension induite. Donc B de t, évidemment, ça sera suffisant pour nous donner une tension induite, mais même si B est constant, je peux avoir une tension induite. J'ai encore deux leviers d'action. Soit je fais changer la surface, par exemple, je fais grandir la spire, rapetisser la spire, ou soit je fais varier le cosinus entre les deux. Ça, c'est en faisant tourner la spire, ou tourner B, par exemple. Donc c'est ce uniquement qui est faux ici. Donc finalement, ils n'avaient aucune des propositions qui était complètement juste. Hein. La B, je pense, c'était la plus juste, mais enfin, comment dire, la B était la... Entre la A, B, C, D, la B était presque juste, hein, mais en toute rigueur, aucune des propositions était correcte. Bon, c'est un petit peu abstrait. Hein. Moi, c'est pour ça que je vous ai fait des dessins. Là, c'est bien de se référer à des exemples quand même pour ce genre de choses. Mais... Donc là, on fait exactement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on prend n spire, on prend un champ magnétique B constant, et puis en fait, je vais faire... Donc là, le vecteur S, au début, on va dire que S0, il est comme ça, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... vous faites tourner ça, vous faites tourner... Ah bah oui, du coup, j'avais pris ce dessin. Vous faites tourner ça, en fait, autour de l'axe, ce qui fait que S, là, en fait, il va varier dans le plan. Il va être comme ça, ensuite il va partir là, là, et en fait, le vecteur S va tourner. Donc, la tension induite, je le rappelle, sa norme, c'est, enfin, il y a un signe moins, on s'en fout un peu, mais bon, c'est D de phi de B sur dt, d'accord? Or, le flux de B, c'est B fois S fois cos θ, où θ ici vaut... en gros, si je fais tourner avec une vitesse de rotation oméga, ça veut dire que mon angle ici, θ, θ égale oméga t. Hein, l'angle θ augmente linéairement en fonction du temps. Donc mon flux de B, ça va être BS cos de oméga t. Donc à partir de là, ma tension induite, c'est moins dφ sur dt. Donc si je fais la dérivée de ça par rapport au temps, vous savez que la dérivée, il y a le oméga qui sort. Ça va me faire BS oméga sin
oméga t. Et donc là, donc ça, je pense que vous l'avez même direct dans le formulaire, on va vérifier, mais... Ouais, vous voyez, vous l'avez là. Hein. Proportionnel, la tension induite est proportionnelle à l'intensité du champ, à la surface, hein, bien sûr, fois le nombre de spires, et aussi à oméga. C'est ce qu'on vient de montrer ici. Alors, je n'avais pas mis le n, mais effectivement, il ne faut pas oublier le nombre de spires. Donc la tension induite de la bobine augmente si j'augmente la vitesse de rotation oméga, c'est dans la formule, si j'augmente l'intensité du champ magnétique, si j'augmente le nombre de spires. Et ici, il n'y a pas de notion de résistance dans la valeur de la tension induite. Donc voilà pourquoi c'était CBCD. Mais excuse-moi, j'ai juste une question. Ouais. J'ai pas trop compris pourquoi comment tu as trouvé que l'angle c'était WT. Oméga T, ouais. Ouais, alors en gros, je vais juste. Comment je pourrais dessiner ça Ouais, en gros, regarde, je vais dessiner ça vu du dessus, là, d'accord. En fait, il faut juste bien voir qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on veut générer une tension alternative. Donc, au début, ma spire... Allez, on va dire qu'il y a une spire, hein, pour simplifier. De toute façon, c'est la même chose. Donc là, c'est la spire vue du dessus. Vue du dessus, une spire, ça fait un trait, hein, mais en gros, tu es d'accord qu'en vrai, il y aurait un cercle. Mais c'est tout confondu. Voilà. Donc, au début, mon vecteur S, perpendiculaire à la spire, il est comme ça. Hein. Encore une fois, je regarde du dessus. Et en fait, ce que tu fais, toi, c'est que tu fais tourner ta spire. Donc là, tu vois, elle a tourné. Donc là, elle a tourné de ça, ta spire. Hein. Donc du coup, ton vecteur S aussi, il a tourné. D'accord ? Et quand je dis que je décide de faire tourner ma spire avec une vitesse de rotation constante, oméga, c'est par définition le nombre de radians par seconde. D'accord ? Hein, l'unité d'oméga, c'est les radians par seconde. Donc chaque seconde, elle tourne de autant de radians. Donc l'angle, par exemple, ici, si là je suis à t égale 0 et là je suis à t, et ben l'angle θ qui a été pivoté, c'est oméga t. L'angle, ça c'était un peu en cinématique que vous avez vu au début de l'année, l'angle c'est égal à la vitesse de rotation fois le temps. Ok ? Ou... Ok, ouais. Ouais ? Ouais, merci. Voilà. Donc encore une fois, hein, dans le flux, il y a plusieurs choses. Il y a la norme de B, la norme de S et la direction entre B et S. Donc en fait, j'ai 3, alors je dirais même 4 leviers d'action. Soit je fais varier la norme de B, soit je fais varier la norme de S, soit je fais varier la direction de B et ça va impacter dans le cos, là, soit je fais varier la direction de la spire. Donc ici, c'était la même chose, sauf qu'on ne faisait pas varier la direction de la spire. Ce qu'on faisait varier ici, c'est la norme du champ magnétique, et on vous montrait comment on la faisait varier ici. Donc là, vu que je n'ai pas de variation des directions, c'est uniquement le champ B qui va, la variation de B qui va me créer une variation du flux, et donc une tension induite. Hein, je répète, U égale moins d de phi sur dt, donc U égale moins d sur dt du flux, et ici le flux c'est B fois S fois, ça c'est ce que tu me disais au début du cours, effectivement il y a beaucoup d'exercices où le vecteur surface et le vecteur B sont parallèles, donc là je mets juste B fois S puisque le cos de 0 vaut 1, B fois S fois 1. D'accord ? Et la surface est constante, donc ici, ma tension, ça va être tout simplement moins S dB sur dt, variation de la norme de B par rapport au temps. Vous voyez, cette équation, c'est toujours la même, U égale moins dφ sur dt, mais en fait, ce qui va faire que le dφ sur dt est non nul,
Ça va varier. Parfois, c'est à cause du cos θ qui varie en fonction du temps. Dans l'exercice d'avant, c'était cos oméga t. Hein, c'est une fonction du temps, donc ça se dérive. Et là, ici, c'est plutôt le B qui a un aspect temporel. Alors, il a un aspect temporel, mais pas tout le temps. Si vous regardez entre 0 et 0,1 seconde, là, B est constant. Donc, sur cet intervalle-là, dB sur dt vaut 0. D'accord ? Donc, effectivement, entre 0 et 0,1 seconde, il n'y a pas de tension induite, elle vaut 0. Entre 0,1 et 0,3 secondes, entre 0,1 et 0,3 secondes, dB sur dt, ce que vous faites, c'est que vous faites delta, vous pouvez faire, hein, c'est une fonction, c'est une droite ici, donc pour avoir dB sur dt, j'ai le droit d'écrire delta B sur delta t, hein, c'est égal à moins S fois, et delta B ici, entre là et là, ça fait 2 moins 0, sur delta t, 0,3 moins 0,1. Donc, ça me fait 2 divisé par 0,2, donc ça me fait moins S. 2 divisé par 0,2, ça fait 10. Et quelle surface j'ai ? J'ai 10 spires qui valent chacune 0,25. Donc ici, ma surface totale, c'est 10 fois 0,25, c'est-à-dire 2,5 mètres carrés. Donc, quand vous calculez votre tension induite, vous faites en gros S fois 10 et ça vous fait 25 volts. Encore une fois, le signe moins, on s'en fout ici. Hein. Ce qu'on parle, c'est que vous voyez, on vous a mis des valeurs absolues ici, c'est une valeur absolue, tension induite qui vaut 25 volts. Entre 0,3 et 0,4, on se retrouve avec le même cas de figure qu'en A, c'est-à-dire B qui ne varie pas, et du coup dB sur dt qui vaut 0. Donc la tension ici, c'est 0 volts. Hein. Voilà pourquoi c'est faux. Et entre 0,4 et 0,5, le signe de la tension, est-ce que c'est le même ? Eh bien non, puisque... Alors bon, d'ailleurs, vous regardez, vous venez de voir sûrement que j'ai pas trop fait gaffe aux signes dans mon calcul ici. En fait, j'aurais dû, parce qu'ici, dB sur dt est négatif. En fait, j'aurais dû faire 0 moins 2. Voilà. Si j'avais voulu être rigoureux et tenir compte du signe, j'aurais fait 0 moins 2. Bon, ça ne change pas la valeur absolue, encore une fois, mais c'est juste pour être cohérent. Mais ici, vous voyez, dB sur dt, ici, est négatif, hein, puisque B diminue. Et ici, dB sur dt est positif, puisque B augmente. Alors, votre tension induite, elle est littéralement proportionnelle à dB sur dt. Donc, si dB sur dt change de signe, U induite va aussi changer de signe, d'accord ? Donc, effectivement, la tension induite change de signe entre cet instant-là, là, où on a une pente décroissante, et cet instant-là, où on a une pente croissante. Donc, c'est pas le même. Voilà pourquoi elle est fausse. Tu arriverais à réexpliquer le B, comment tu as fait à passer de... Enfin, pourquoi tu as fait x10 pour trouver 25 volts, s'il te plaît ? Ouais. Alors, pourquoi j'ai fait... Alors, pour avoir 25 volts, pour la tension induite, j'ai dit que ma tension induite, à la base, c'est moins la valeur absolue, on s'en fout du moins, mais bon, c'est la variation du flux par rapport au temps. Le flux ici, c'est B fois S fois cos de 0, hein, puisque S et B sont parallèles. Donc finalement, c'est B fois S fois 1, c'est B fois S. S est constant. Donc quand je fais D de BS sur dt, j'ai le droit de le sortir de la dérivée. Et j'ai la tension induite qui finalement, elle vaut S fois D de B sur dt. Donc je dois calculer S et je dois calculer D de B sur dt. Le calcul de S, lui, c'est le nombre de spires fois la surface d'une spire. Donc là, c'est 10 fois 0,25, 2,5. Après, ta question, c'était peut-être plutôt pour le calcul de D de B sur dt. Ouais, en fait, du coup, j'ai compris, j'avais pas fait la séparation des deux. Ouais, voilà. Bon. Moi aussi, j'ai une question. Ouais.
En fait, comme la tension, c'est plus un potentiel. Est-ce que, par exemple, quand on doit... Enfin, parce que du coup, on s'en fout du signe moins, mais du coup, si on doit comparer, par exemple, deux tensions, là, par exemple, entre 0,1, 0,3, et après entre 0,4 et 0,5, s'il nous demande c'est laquelle la plus grande, est-ce qu'on s'intéresse quand même au signe ou est-ce qu'on fait... Je pense que si jamais il vous demandait quelle était la plus grande, il vous demanderait en valeur absolue quelle tension est supérieure. Ok, merci. Et là, tu vois que vu la droite est supérieure, Mm. dans le deuxième cas, ça serait une tension induite supérieure. Ok, merci. Et Parce puis, que, ouais, juste encore, j'ai à te remercier parce que j'avais pas compris sur la correction qu'ils ont mis en ligne. Ils mettaient justement 2 moins 0 et pas 0 moins 2. Puis moi, j'arrivais pas à comprendre pourquoi 2 moins 0 et puis pas le vice-versa. En plus, parce qu'en lisant le graphique, on voit bien que c'est négatif et après c'est positif. Et puis, je te remercie. C'est ok. bien plus clair. Ouais, effectivement, bah, tu vois, je me suis trompé moi-même quand je l'ai fait au début. En fait, c'est parce que je pense dans le corrigé, ils ont le même raisonnement que moi, qui est que finalement, vu que on se fout un peu du signe, tout de suite, on va choper la, la pente en fait en valeur absolue qui vaut 2 sur 0,2, quoi. Mais effectivement, en toute rigueur, si on doit faire 0 moins 2. Alors, on voulait que je réexplique la dernière. Alors, la dernière, la D, entre 0,4 et 0,5, le signe, alors cette proportion est fausse parce que le signe va être différent. La tension induite va changer de signe. Pourquoi? Parce que dans la tension induite, si tu regardes le signe de la tension induite, bon alors il se trouve que dans la formule il y a un moins, bon on le laisse juste par formalisme, mais en gros on s'en fout un peu. La surface, elle, ça n'a pas de signe, hein, ça change pas. Par contre, ce qui va changer ici, c'est le signe de dB sur dt. Hein. Si la norme de B diminue, dB sur dt va être négatif. Alors que si la norme de B augmente, dB sur dt va être positif. Donc tu vois, dans la tension induite, on va se préoccuper du fait que soit B augmente, soit B diminue. Bon, bien sûr, la norme va nous donner la valeur de la tension induite, mais le signe est aussi important. Donc, là, dB sur dt, tu vois que tu as une pente. Ici, tu as une pente négative, alors qu'ici, B augmente. Donc, tu as une pente positive. D'accord? Et du coup, ça va faire que si tu réinjectes ton dB sur dt qui a un signe différent dans la formule de la tension induite, à ces deux instants différents, tu vas trouver deux choses qui ont un signe différent. Mais du coup, là, si tu as le dB sur dt qui est positif, la tension induite, elle sera négative. Ouais, en quelque sorte, ouais, sur cette formule, ouais, vu qu'il reste un moins ici, ouais. Ok, merci. Bon, après, encore une fois, ça dépend comment tu la mesures, tu vois. Enfin, de toute façon, il faut bien choisir, il faut bien choisir en gros deux endroits pour mesurer une tension. Donc, c'est pour ça que sans faire un schéma de où je choisis ma borne positive, où je choisis ma borne négative, ça va être compliqué de dire pourquoi elle est négative, tu vois. Mais on vous embêtera pas trop sur le signe de la tension. Je pense qu'on vous embêtera plutôt sur la direction de l'intensité, comme on va le voir peut-être dans les exos prochains. Là. Alors, ici, c'était la même chose. Mais alors, je crois que c'est vraiment la même chose, sauf qu'on n'a qu'une spire. Ouais, on a une spire. Et puis B, au lieu qui varie de manière linéaire comme ça, avec une droite, eh ben, on vous dit que B, il varie de manière... Donc ça, c'était l'exo 3, en gros. Et dans cet exo, on vous dit que B, il varie de manière exponentielle. Hein. Donc, vous commencez à être familier avec les exponentielles. Je commence avec B max, et puis je décroît comme ça. Voilà. Tac. Là, je suis à B max. Et je décroît de manière exponentielle avec le temps. Donc là, B variait comme ça. Et donc, qui dit fonction du temps, si je veux faire dB sur dt, là, je ne vais pas pouvoir faire un delta. Je suis obligé d'utiliser les formules de maths
qui me demande de savoir la dérivée en fonction du temps. Bon. On va peut-être faire le schéma quand même, ce sera plus simple. On a une spire comme ça, donc vecteur S, hein, je le fais comme ça. Et puis on a un champ magnétique B, comme ça. On vous dit qu'il est... on ne vous dit pas qu'il est parallèle à la spire. Hein. Ouais, bon, on va supposer. Bon, en tout cas, on suppose que sa direction ne varie pas. Mais ce qui est important, c'est que ce Bx, il va varier au cours du temps. Par exemple, là, si je représente au bout du T1,5, par exemple, bah, mon champ B, là, il vaudra plus que cette valeur-là, quoi. Donc B va varier au cours du temps. Et du coup, c'est toujours pareil. Je vais avoir la tension induite U qui vaut, en valeur absolue, on va s'affranchir du signe moins ici. Hein. Il commence à m'énerver, signe moins. Donc on va faire U. Valeur absolue de U, c'est égal à valeur absolue de dφ sur dt. On ne s'embête pas avec les signes. Et ici, ça va être tout simplement d sur dt. J'écris mon flux. C'est b fois s fois le cosinus de l'angle entre les deux qui vaut 1 ici, toujours. On ne s'embête pas avec ça. Donc ici, ça va juste être s fois b qui vaut b max exponentielle moins at. Voilà, donc ça c'est la formule de la tension induite. S et B max sont des constantes, vous avez le droit de le sortir de la dérivée. Par contre, cette exponentielle moins at, c'est une fonction du temps, vous devez la dériver. Et quand vous la dérivez, vous avez ce A, ce moins A plus exactement, qui va sortir et que vous allez devoir mettre devant. Donc là, c'est pour ça que tu as un moins A qui sort. Bon, ici, je prends les valeurs absolues. Moi, je m'en fous du signe moins. Donc, je prends juste ça. Et toujours pareil, l'exponentielle moins t qui reste. Donc ça me donne la valeur de la tension induite. Et du coup, en fait, ça, c'est cohérent avec la proposition B. Hein. Donc, vous voyez... En fait, ça, c'est cohérent. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas embêtés avec les signes. Ils regardent juste, en gros, la valeur, quoi. Et donc, si je représente ça en fonction du temps, bah, ma foi, je l'ai écrit comme ça. SBA, ça, c'est la tension induite maximale. Hein, et après, ça décroît, encore une fois, en exponentielle moins t. Donc, ça va avoir exactement la même forme que mon B, hein. Sauf que je vais partir d'une tension maximale qui vaudra, il se trouve qu'elle vaudra SBA. Eux, ils ont mis A pour la surface ici, hein. Je m'excuse, j'ai pas pris la même notation, mais... Donc ça va décroître, ça va tendre vers 0 à l'infini. Hein, pourquoi c'est faux? Alors oui, effectivement, si A était égal à 0, exponentielle 0, ça fait 1. Du coup, mon flux serait perpétuellement égal à S fois B max, et si mon flux ne varie pas, ma tension induite n'existerait pas. Voilà pourquoi c'est nécessaire que A soit différent de 0. Et du coup, ils n'avaient pas précisé qu'on devait... j'avais compris que du coup, le moins, il n'avait pas de sens dans la formule, mais quand même, on trouve un truc avec un moins et c'est une caprime. Du coup, moi, je ne l'ai pas mis parce que je ne trouvais pas ça, mais... Ouais. Alors, bon, ceci dit, regarde, si jamais tu veux te formaliser sur les formules, vu que tu avais U qui est égal à moins d de phi sur dt, et que ton flux, quand tu dérives l'exponentielle, tu as un moins A qui sort, moins par moins, ça fait plus. Oui, c'est bon. Mais bon, encore une fois, je veux dire, pourquoi on ne vous en met pas sur le signe? Parce que regardez, on ne vous a même pas dit, est-ce que B est dans le même sens que le vecteur surface? Enfin, on n'en sait rien. Si, parce que la spire est perpendiculaire à B, alors, non? C'est pas... Ouais, si ouais, la spire mais bon. est perpendiculaire à B, c'est que le vecteur... Oui, mais pourquoi tu n'as de pas la pris S comme ça, alors, tu vois? Ah, bon, voilà, ok. Alors moi, Tu ouais, vois, c'est enfin, vrai, t'as raison. on peut tout imaginer. De toute façon, une tension, elle est mesurée
il faut définir un positif, un négatif, et une fois que vous avez défini ça, vous pouvez dire si elle est positive ou négative, mais sinon, ça va être compliqué. Donc, je pense que, encore une fois, enfin, moi, mon expérience de ces exos, c'est que globalement, K' ou A, ou voilà, le but, c'est pour ça que vous voyez dans l'exercice d'avant, il a bien mis des valeurs absolues. Et c'est vrai que là, vous êtes peut-être dit, ah, s'il n'a pas mis de valeur absolue, c'est peut-être qu'il y a un piège. Mais encore une fois, c'est compliqué de dire si une tension est positive ou négative tant qu'on n'a pas un schéma précis qui vous dit, bah voilà, je décide que le pôle positif, c'est lui. Voilà. Par contre, la direction du courant, dans cet exercice 6, par exemple, là, par contre, vous êtes obligé de trouver le bon. Là, il n'y aura pas d'ambiguïté. Alors, tension alternative. Ouais, donc là, c'est la même chose. Hein. On va utiliser la formule qu'on a remontrée ici, qui est que la tension, quand je fais varier, je peux réexpliquer hein, si vous voulez, mais bon, c'est la même chose. Hein. Je fais tourner une spire. Mon flux ici, ce qui varie dans le temps, ce n'est pas la norme de B, ce n'est pas S, mais c'est bien l'angle entre les deux qui varie en fonction du temps, hein, θ de t, qui vaut oméga t. Et quand je dérive cos oméga t, le cos il devient un sinus. Et surtout, j'ai le oméga qui vient devant. Hein. Donc ma tension induite, c'est NBS oméga sin oméga t. Je l'écris ici. U égale NBS oméga sin oméga t. Donc, si la pulsation, c'est du 20 radians par seconde, oméga égale 2πf, ma fréquence, ça sera 20 divisé par 2π, hein, donc 3 et des poussières. Voilà pourquoi elle est fausse. Le flux magnétique traversant la bobine est constant. Non, il n'est pas constant. Le flux, on a dit qu'il valait justement NBS cos oméga t. Le flux, il valait ça, et justement, c'est comme ça qu'on a eu U en faisant la dérivée par rapport au temps. Donc, le flux n'est pas constant, il y a effectivement ce cos oméga t qui fait que le flux varie en fonction du temps, à cause de la direction entre B, le vecteur B et le vecteur S, là, et cette direction varie, hein, et c'est ça qui fait que le flux varie. Voilà. La norme de la tension induite. Donc, pour ça, on utilise donc, la tension induite. Pourquoi on vous demande maximale ici? Parce que vous voyez que la tête de la tension induite, ici, c'est une sinusoïde. Hein. Ça varie en sinus oméga t. Donc, si je la représente, ça fera ça. U induite en fonction du temps. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est son max, hein, cette valeur-là. Et ce max, il est donné par NBS fois oméga. Et du coup, si je fais NBS par oméga, N, c'est ça, S, c'est 10-3, B, c'est 0,3, et puis oméga, c'est 20. Donc ça simplifie, ça fait 1, et 20 fois 0,3, ça fait bien 6 volts. Voilà pourquoi C était correct. Et ensuite, si B est divisé par 2, est-ce que doubler le nombre de spires permet de maintenir la même tension induite? Regardez, tout ça, c'est N, le max, il est donné par, hein, ça, c'est égal à N, B, S, oméga. Donc, c'est tout du linéaire. Hein, donc, si je divise l'un par 2 et que je multiplie l'autre par 2, ça compense. S'il y avait un carré quelque part ou un cube, ça compliquerait les choses. Mais là c'est tout du linéaire, donc il n'y a pas de problème. Je peux très bien diviser B par 2 si je double le nombre de spires, ou je double la surface, ou je double oméga, ça compensera exactement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Moi, c'est bon. C'est tout bon? Ok. Voilà, on arrive à cette loi de Lenz. Et là, je pense que c'est important. Donc, vous avez deux trucs. Alors, juste, je pense que ça, c'est une question. Moi, à mon sens, bon, on verra. Je vais vous dire ce que j'en pense après. Pour moi, il y a un petit hic là. Je ne sais pas si vous avez trouvé aussi qu'il y avait deux réponses justes. Mais bon.
Bon, on a deux trucs qui sont différents, hein. Il n'y a pas de rapport entre ça et ça. On vous demandait juste de comparer, hein, en gros. Donc, c'est vraiment deux trucs différents. Donc, on a un aimant qui est éloigné. Voilà. Ah oui, un aimant qui s'éloigne, pardon. Il est éloigné, genre il s'éloigne. Ouais, on vous donne la vitesse de l'aimant. Donc, en gros, à un moment donné, il est là. Et puis, à l'instant d'après, l'aimant, en gros, il se déplace. Hein, et puis il est par là. Alors, encore une fois, le champ magnétique créé par l'aimant, je vous rappelle, hein, il a à peu près cette tête-là. Hein, donc, il fait comme ça. Mais plus vous êtes proche de l'aimant, plus le champ est grand. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez au début l'aimant qui injecte un champ comme ça dans la bobine. Après, si vous éloignez l'aimant et qui vient ici, eh ben, le champ qu'il va mettre dans la bobine, il sera plus petit, parce que le champ décroît avec la distance. Donc, je le représente ici, le champ rouge, je le mets à côté pour que ce soit plus propre, mais je parle bien du champ au centre de la bobine. Mais il est plus petit, hein, il est comme ça, d'accord? Donc, en gros, le flux du champ magnétique créé par l'aimant dans la bobine, le flux du champ magnétique, là, il diminue. Et en tout cas, ce que je vais... Alors, il diminue en valeur absolue. Hein. Encore une fois, B fois S, ça dépend comment on le prend, le signe, etc. Mais tout ce que je veux dire, c'est que le flux a diminué parce que B en norme a diminué. Du coup, la loi de Lenz, c'est ça, elle dit que dans mon circuit, je vais avoir un courant de telle sorte à créer un champ B pour compenser ce que j'ai perdu, hein, à cause de l'éloignement de l'aimant. Hein. Je vous rappelle, au début, le champ B, je l'ai fait, il est en noir, il est grand comme ça. J'éloigne l'aimant, le champ B, il diminue, et du coup, je vais essayer de créer un champ B, hein, grâce à un courant induit. La question, c'est, donc vous voyez que le champ B que je dois créer, hein, celui qui est en vert, il doit être dans cette direction-là. Hein. Donc pour que ce soit dans cette direction-là, vous regardez dans quel sens doit aller le courant. D'accord? Et c'est là où vous vous rappelez de la série d'exercices d'avant. Dans quel sens doit aller l'intensité pour que je génère un champ magnétique qui va effectivement dans cette direction. Là, vous faites la règle de la main droite. Je mets mon pouce, tac, vers la flèche verte et je regarde dans quel sens tournent mes doigts. Et bien moi, ça me dit que le courant, il fait effectivement, mes doigts, ils font comme ça. Hein, donc le courant, il va comme ça. D'accord? Donc il va bien de gauche à droite, ici en tout cas, à travers la résistance. Donc je répète, parce que je pense que c'est ça qui coince, mais en gros, je mets mon pouce dans le sens de la grosse flèche verte que j'ai fait, et je vois que mes doigts, ils s'enroulent comme ça, ils vont vers moi. Voilà, ils s'enroulent autour de la bobine en allant vers moi. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'intensité I qui allait dans ce sens-là au niveau du fil. Hein. Est-ce que déjà là, il y a des questions? Non, c'est bon. Ça va. Alors, question dans le chat. Le champ magnétique induit ne sera donc dans le même sens que le champ magnétique externe. On peut expliquer cette fois. Ouais, voilà. Alors, c'est là. Alors, la question qu'il y a dans le chat, moi aussi, ça m'a. Moi aussi, j'ai eu des difficultés quand j'ai repris cet exercice. C'est que, en fait. Donc, on est d'accord que dans ce cas précis, on a eu une diminution du champ, hein, c'était en rouge, et du coup, pour recréer un champ aussi grand, enfin, pour lutter contre cette diminution, le champ magnétique induit allait dans le même sens que le champ magnétique
initial que le champ magnétique externe. D'accord? Donc, c'est effectivement le cas ici. Vous remarquez que vu que mon champ externe a diminué, ma loi de Lenz veut rétablir ce champ et donc créer un champ induit, ce petit champ vert là. Du coup, pour que ça compense, bah, effectivement, je dois le faire dans le même sens. Hein, vu que ça a diminué, j'en crée un autre du même sens. Et comme ça, quand je fais la somme des deux, avec un peu de chance, bah, j'aurai récupéré ce que j'ai perdu. Donc, moralité, si votre champ B diminue, bah, votre champ B induit doit être dans le même sens. Hein. Mais en fait, c'est pas une généralité, en fait. C'est le cas dans cet exercice, mais c'est pas le cas pour une généralité. Par exemple, imaginez que je fasse l'inverse, c'est-à-dire que j'approche l'aimant. Si j'approche l'aimant, bah, le champ à l'instant D plus dt, il a grandi. Et du coup, ma loi de Lenz, du coup, elle me dirait que mon champ induit, pour revenir, qui s'oppose au changement, elle doit créer un B comme ça. Hein. Si mon champ augmente, mon B induit, il doit aller dans l'autre sens, hein, pour réobtenir la taille de B que j'avais à l'origine. Donc, vous voyez que finalement, ce B induit, là, quand j'ai une augmentation de B, il va dans l'autre sens, alors que quand j'avais une diminution de B, il va dans le même sens. Mais alors moi, c'est ça qui me gêne, en fait, dans cet exo, c'est cette proposition A. Parce qu'en fait, le courant induit crée, alors on va enlever le toujours, créer un champ magnétique dans le même sens que le champ magnétique externe, c'est vrai pour le cas A. D'accord? C'est vrai. On va voir si c'est vrai pour le cas B. Pour le cas B. Alors, le B, un fil conducteur. On fait un peu la même démarche. Hein, je vais réexpliquer. On a un fil conducteur parcouru par un courant I. Voilà. Et puis, ce qu'on décide de faire, c'est que le courant I de T va diminuer dans le temps. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand vous avez un fil ici, en gros, vous avez le champ B qui va être radial, comme ça, et puis du coup, là, il va... en gros, il fait comme ça, vous voyez, et après, il ressort, tac. Mais en gros, il va faire un flux à travers cette surface. Hein. Vous vous rappelez de la formule, hein, la formule, elle n'est pas à retenir, mais vous avez... B équivaut mu0 I sur 2πr, et puis qui s'enroule comme ça autour du fil. Donc là, cet élément de courant droit va impliquer un champ magnétique B. Alors ici, je l'ai dessiné un petit peu en relief, mais bon, si on veut être dans le plan, je le dessine comme ça, hein, qui rentre dans l'écran. Mon champ magnétique, au début, il est comme ça. Pourquoi? Regardez la caméra. Je fais un règle de la main droite, je mets le pouce dans le sens du fil, il crée bien un champ B qui rentre dans l'écran. Donc, le flux de mon champ B, ici, créé par le fil, c'est égal à... on pourrait calculer, hein, mais en gros, c'est la norme de B fois la norme de S. Bon, S étant ça. Hein. Mais ce qui est important de voir, c'est que B ici dépend de I. Hein. B égale mu0 I sur 2πr, avec R, cette distance-là. Mais en gros, le champ magnétique est proportionnel à la norme de I. Je mets un petit vecteur unitaire pour que ce soit cohérent, mais voilà. Donc du coup, au début, j'avais un champ B comme ça, qui a été créé par une intensité I, mais si mon intensité diminue au cours du temps, à l'instant D plus dt, ben, le champ qui passe à travers ma spire comme ça a diminué en norme, puisque, encore une fois, c'est proportionnel à l'intensité, comme le montre cette formule. Je représente un peu en relief pour qu'on puisse dessiner les flèches. Hein. C'est vrai que si je dessine avec la croix comme ça, on ne va pas pouvoir dessiner les normes, ça va nous embêter un peu. Bref, mon champ B a diminué,
à cause de la diminution de l'intensité. Du coup, moi, j'aimerais bien recréer un champ B comme ça. Donc, je vais créer un B induit comme ça pour essayer de récupérer la norme que j'ai perdue. Donc, je veux créer un B qui aille dans le même sens. Donc, je le dessine aussi comme ça. Donc, la question, c'est dans quel sens doit circuler le courant dans cette boucle pour que B rentre dans l'écran. Et là, règle de la main droite, regardez la caméra, je veux que B rentre dans l'écran, tac. Donc, je mets mon pouce comme ça, et je regarde dans quel sens tournent mes doigts. Et ce que je vois, c'est que pour que B rentre dans l'écran, l'intensité doit aller comme ça, tac, dans ce sens-là, de tourner comme ça. Donc, moi c'est ça qui m'a gêné dans cette question, c'est qu'on va voir ce que ça implique. Dans les deux cas, dans le cas B aussi, vous êtes d'accord que le B induit, pour récupérer la norme que j'ai perdue, B induit était dans le même sens que B. Donc pour moi, la A, toujours, si on considère que c'est vrai dans le cas A et que c'est vrai pour le cas B, en soi, le toujours, pour moi, il est validé. Donc la A, j'aurais envie de dire vrai. Surtout que, vous voyez l'exercice comme il est posé, on considère les situations montrées ci-dessous. Donc, a priori, l'exercice porte sur ces deux situations A et B. Donc, quand on vous dit toujours, moi, a priori, franchement, pour moi, la A, elle serait vraie. Bon, après, en fait, il se trouve que dans la correction, on vous dit que c'est faux parce que c'est pas toujours le cas. On pourrait imaginer d'autres situations, C et D, ou voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est fausse. Mais en fait, alors toujours non, mais dans les cas A et B, c'est vrai. Donc voilà ce qui est faux en fait dans cette proposition A. Mais moi, je trouve que ça porte à confusion. Juste, j'avais une question. Comment on sait au début que les flèches noires, elles vont dans ce sens-là, sur le schéma B? Pour le schéma B, pourquoi elles rentrent dans l'écran? Pourquoi elles font comme un cercle autour de la... Ouais. Alors ça, tu sais, c'est je te le redessine ici. C'était sur la série d'exos là qu'on avait avant. Quand tu as un fil infini comme ça, tu veux calculer B par exemple ici. Et ben la méthode, c'est de prendre un cercle comme ça. Ah oui, c'est bon. Ouais. Et puis voilà, donc tu sais que B en fait il fait comme ça. Tac. Ça marche, merci. C'est un peu, ouais, effectivement, on mêle un petit peu ce qui a été appris dans les semaines passées. Là, ça mélange un petit peu tout, mais ouais, c'est ça. Donc voilà, moi, c'est pour ça que la A, je trouve que c'est dommage que. Mais bon, après, la B, en même temps, on ne pouvait pas en douter, puisque la B, un courant induit traverse la résistance R de gauche à droite. Et ben, effectivement, c'est le cas ici, c'est le cas ici. Donc bon, elle, on pouvait difficilement en douter. Et c'est pourquoi c'était elle qui était correcte. Et aussi, j'ai une question. Ouais. Le champ qui va être induit pour compenser, est-ce qu'il augmente plus le champ extérieur il diminue ou au contraire il diminue, Ah ouais. Alors, effectivement, plus le champ extérieur va diminuer rapidement, plus le courant induit va être grand. Ok, c'est en fonction de la variation. Ouais, c'est en fonction de la variation, d'où la formule, c'est U égale moins D de phi sur dt. Donc, bon, en général, dans ce cas-là, c'était à cause des variations de B. Donc, la tension, elle est directement proportionnelle ici à d de B sur dt. Donc, plus B varie rapidement, plus la tension induite sera grande. D'accord? Et après, comment tu passes de U à I? C'est toujours pareil, c'est-à-dire que tes fils, ils ont une certaine résistance, et en fonction de la résistance de tes fils, une tension induite va impliquer un courant induit, quoi. Ok, merci. Okay. Donc ça, je pense, c'était l'exo le plus intéressant et le plus comment dire, le plus représentatif de cette loi de Lenz là, dont c'était vraiment l'objet, quoi. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont un truc qui ressemblait vachement à l'examen l'année dernière. Je veux pas dire de bêtises, hein, mais je serais pas étonné s'ils avaient déclassé la question à cause de cette A qui pour moi est un peu ambiguë. Mais voilà.
il nous reste là 7, 8, 9. Ouais, ok. Donc maintenant, c'est juste que on va mettre les bobines, on va arrêter de, comment dire, de calculer des flux, de représenter en 3D et tout. On les représente juste comme des composants électroniques et on les met dans les circuits. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est, bon, vous avez effectivement dans le formulaire quelque chose là, vous avez l'intensité en fonction du temps qui s'établit dans un circuit RL. D'accord. Donc, juste récapituler un truc sur les exponentielles. En gros, quand vous avez des décroissances exponentielles, en fait, quand vous avez des cinétiques exponentielles, soit j'ai une décroissance exponentielle, soit j'ai une croissance exponentielle. Mais en gros, quand j'ai une décroissance, je pars d'un certain max et ça fait comme ça. Et puis si j'ai une croissance exponentielle, bon, c'est rare qu'on prenne comment dire, quelque chose qui croise vers l'infini. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a plutôt quelque chose comme ça, et puis ça tend vers un max. D'accord. Et la façon de créer ça ici, c'est en gros, on a le max fois exponentielle moins kt. Et ici, pour avoir ces courbes-là, en gros, on a le max fois 1 moins exponentielle moins kt. Comme ça, quand le temps vers l'infini, bah, je me retrouve avec 1 moins exponentielle moins l'infini, ça fait 0, et je me retrouve bien avec mon max. D'accord. Donc ça, c'est ce qui se passe pour l'intensité et pour la tension. Donc en gros, on pourrait faire ça. On pourrait faire, j'ai mes condensateurs, j'ai les bobines. On pourrait faire un tableau. Soit je regarde U de T, soit je regarde I de T. Quand je prends un circuit, bien sûr, toujours où j'ai une pile, un de ces composants-là, et puis j'ai toujours une résistance. Pour la bobine, pardon, oui, on parle de la bobine là, l'intensité, c'est en gros de ce type-là. Hein, c'est-à-dire qu'au début, elle vaut 0, elle met un certain temps à s'établir, puis après, elle vaut U sur R, quoi. Donc, elle est constante. Donc là, je suis comme ça. Par contre, la tension, au début, pour la... Attendez, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça. Hein. Tac, voilà. Par contre, la tension au bord de la bobine, c'est l'inverse. Au début, elle est grande, et puis à la fin, elle se comporte comme un fil. Et du coup, la tension au bord d'un fil, vous savez que c'est nul. Et puis pour le condensateur, c'est un petit peu l'inverse. Vous savez qu'au début, de toute façon, Q et U sont liés pour un condensateur. On a Q égale CU. Donc au début, vu que je n'ai pas de charge dans le condensateur, je n'ai pas de tension. Et à la fin, je vais tendre vers une tension maximale. Tac. Et puis du coup, l'intensité du condensateur, au début, c'est maximal. Et puis quand le condensateur est chargé, et ben, après, je tends vers une intensité nulle. Et puis, il n'y a plus de courant qui circule dans le circuit. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est un petit peu l'inverse entre le profil de la tension et de l'intensité pour un condensateur et pour une bobine. Donc là, ce n'était pas l'établissement. Ce qu'il faut retenir, c'est que la bobine, elle s'oppose à tout. Elle fait tout le contraire de ce que... Elle s'oppose au changement. Hein, parce qu'elle obéit à la loi de Lenz, hein, donc elle s'oppose au changement. Donc là, c'est pas quand j'allume, c'est quand j'ouvre l'interrupteur. C'est-à-dire quand je coupe quand je veux empêcher la circulation du courant. Eh bien, si vous n'avez pas de bobine, bah, vous ouvrez l'interrupteur, c'est comme quand vous éteignez la lumière chez vous, ben, l'ampoule, elle s'éteint tout de suite. Par contre, si vous faites ça avec une bobine, la bobine, elle va pas aimer que vous fassiez changer le courant tout de suite, qui passe de, je sais pas, 4 ampères à 0. Elle va pas aimer ça. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va forcer le courant à circuler, même si vous avez ouvert l'interrupteur. Donc, c'est pourquoi cette ampoule B, ici, là, elle va s'éteindre après l'ampoule A.
Mais bon, elle va s'éteindre au bout d'un moment. Vous voyez que l'intensité dans… Bon, alors ça, c'est pour quand je… Ça, c'est quand j'enclenche l'interrupteur que l'intensité, elle met un certain temps à s'établir pour la bobine. Mais bien sûr, dans cet exercice, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'était pas… vous connectiez pas le circuit, vous le déconnectiez. C'est-à-dire que vous partiez d'une intensité qui valait ce qu'elle valait, et puis l'intensité va décroître petit à petit, quoi. Donc, c'était bien ça, hein, l'ampoule B s'éteint avec un retard par rapport à l'ampoule A. Victor, juste une fois le système ouvert, et puis si on le referme pour le raisonnement inverse, alors les deux ampoules s'allument en même temps, on peut dire aussi que c'est faux. Ouais, exactement. C'est-à-dire que ça, quand tu vas refermer l'interrupteur, elle va se rallumer tout de suite, celle-là. Alors que celle-ci, en gros, elle va être éteinte et petit à petit, elle va augmenter en luminosité, puisqu'en fait, regarde, en fait, les schémas que j'ai fait ici, c'est quand j'enclenche l'interrupteur, hein. C'est pour ça que ça ne s'applique pas totalement à la question, mais ça, c'est quand je passe de ça à ça, hein, ces schémas-là. Donc, effectivement, là, tu vois que si je ferme l'interrupteur, quand je mets le circuit sous tension, en gros, l'intensité met un certain temps à s'établir. Donc, l'ampoule B, elle ne va pas briller tout de suite. Elle va briller qu'au bout d'un certain moment. Et juste encore, le L, Ouais. il pouvait être représenté avant, c'est égal en fait, avant Ouais. l'ampoule ou bien Ah oui, après, oui. n'importe. Aucune importance dans un circuit, dans une maille, quand tu représentes une maille, aucune importance pour l'ordre des composants. Parce que là, le courant, il va quand même dans du plus Ouais. loin. Ouais. Et puis moi, je me suis dit juste que le courant, il passe pas par L avant l'ampoule, et puis voilà. Ouais. Ouais. En fait, l'intensité dans les lois de l'électrocinétique s'appliquent toujours, et l'intensité dans une maille est toujours la même. D'accord? Donc, je veux dire, les lois qui font que l'intensité, tu vois, là, quand tu as deux résistances, effectivement, l'intensité dans cette maille est différente de l'intensité dans cette maille, mais quand tu es toujours dans une même maille, l'intensité là et là, c'est la même. Ça, c'est toujours vrai. Ok, merci. Non, c'était juste par rapport à retarder. Le L, s'il était mis avant, il allait retarder, tu vois? Ouais, mais en fait, si tu veux, Mais voilà. quand tu as I de T que j'ai représenté dans l'encadré ici, là, dans l'encadré celui-là, là, tu vois, I de T, en fait, c'est l'intensité dans la bobine, mais c'est aussi l'intensité dans la résistance, l'intensité dans l'ampoule. C'est la même intensité. Elle est retardée dans tout le circuit. Ok, merci. Ok. Voilà. Tac. Alors, boucle en mouvement. Je garde juste un œil sur l'heure. Là, ouais, c'est bon, on a largement le temps. Donc, là, vous aviez une boucle ici, carrée, et puis on l'a fait bouger comme ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire que vaut d de phi sur dt ici? Enfin, plutôt, on va commencer par phi. Phi vaut quoi, là? Le flux de B à travers cette surface, là. Ici, le flux, il est bien perpendiculaire comment dire? Il est parallèle au vecteur surface, hein, perpendiculaire à la surface, donc parallèle au vecteur surface. Par exemple, le vecteur surface, on peut le faire comme ça aussi, hein.
Donc le flux, c'est tout simplement B fois S. D'accord? B est constant. Et oui, et surtout, ce qui est important de voir, c'est qu'ici, a priori, il n'y a pas de variation d'angle, puisque tout ce qu'on fait, c'est translater ce cadre. Hein. Par exemple, là, à l'instant d'après, il va se retrouver là. Mais bon, il y a toujours notre champ magnétique là. Et là, ce qui va se passer, c'est que mon champ, a priori, mon champ il est constant, ma surface elle est constante, et du coup, Ça va être égal à 0. voilà, dφ sur dt, il vaut 0. En fait, il n'y a pas de tension induite là. Pas de tension induite. Alors, comment je pourrais. Est-ce que c'est. Imaginons imaginons un autre cas de figure. Bon, non, on va quand même finir l'exo, puis on va imaginer après. Mais voilà, donc il n'y a pas de tension induite. Par contre, donc ça, là, c'est faux. Alors, hein. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a des séparations de charges? Est-ce que les charges sont soumises à des forces ici? Et si oui, à quelle force? Voilà, donc c'est ça ce que tu disais, Rita, le flux ne change pas, donc pas de tension. Par contre, les charges positives et négatives vont être soumises à des forces différentes, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai un champ magnétique, j'ai des charges, par exemple, j'ai des charges positives et négatives partout là, enfin, surtout les charges négatives, mais qui peuvent bouger. Mais si les charges sont mises en mouvement, en présence d'un champ magnétique, vous devez vous dire tout de suite force de Lorentz. La force de Lorentz, QV vectoriellement B. D'accord? Donc si vous avez un électron qui est animé de cette vitesse-là, en présence d'un champ magnétique, vous devez faire sa charge, donc moins, etc., V, produit vectoriel, avec ce vecteur qui rentre dans la feuille B. Donc vous prenez votre pouce avec V, votre index qui rentre dans la feuille B, et ça vous fait mon majeur, là, il va vers le haut. Hein. Donc ça, le V vectoriellement B, il va vers le haut, mais attention, c'était QV vectoriellement B, et Q était de charge négative, donc les électrons vont aller vers le bas. Hein, voilà. Donc c'est la partie inférieure qui, a priori, sera chargée négativement, qui va recevoir les électrons. Et du coup, a fortiori, la partie supérieure va se retrouver dénuée de ces électrons et sera chargée positivement. Ok? C'est bon? Oui, ça marche. Ouais. Alors là, on va juste imaginer un autre truc là. En gros, comment j'aurais pu créer un champ comme ça là? On aurait pu ajouter en surface, non? Ajouter quoi? Enfin, augmenter la surface, enfin, la faire varier, non? Pour... Ah non, Euh, pour un champ. Ouais, alors pas la tension induite. Pour créer mon champ vert, là, il résulte de quoi mon champ vert, par exemple là? Bon, il va dans cette direction. On peut imaginer qu'en fait, j'ai une bobine ici, comme ça. Hein. Vous savez que le champ dans la bobine, il est dans l'axe de la bobine. Hein. Donc, ce serait une bobine avec un courant qui circulerait par là. Hein. Vous mettez votre pouce comme ça, tac, ça veut bien dire que ça me crée un champ vert comme ça, là, ok? Voilà. Donc, par contre, vous savez que le champ, je vais respecter les couleurs, mais en gros, le champ, il est présent que dans la bobine, mais par contre, une fois que je suis à l'extérieur, donc là, une fois que je suis à l'extérieur, il y a plus de, il y a moins de champ. Hein. Donc, imaginez qu'ici, on ait un champ nul. Imaginez. Qu'est-ce qui se passe quand
je sors, bon, la bobine, on peut en sortir, hein. Quand mon cadre, il sort de la bobine, que vaut le flux ici, le flux de B, et que vaut le flux ici? Ben, là, imaginons que j'avais un certain flux phi0. Bah, ici, j'ai la moitié de ma bobine qui est soumise au champ B et la moitié dans lequel il n'y aura pas de B qui va passer. Donc là, je vais avoir Une variation. La moitié. voilà, phi0 sur 2. Et ici, je n'ai pas de champ B, donc ici, phi égale 0. Ouais. Donc là, j'ai une variation du flux. Donc en fait, c'est que quand je vais sortir du champ B que je vais avoir un courant induit dans ma boucle, quoi, dans ma petite boucle ici. Que à ce moment-là, quoi. Ok. Thanks. Voilà. Donc maintenant, Désolée. le 9, le 10, le 11. Ah, le 9, c'est pas un approfondissement. C'est un nouvel exo, je ne le connaissais pas. Donc en gros, la question, c'est bobine ou condensateur. Faut dessiner le circuit là, par contre, hein. Voilà. Tension, voilà. Voilà, il y a une source de tension, plus, moins, tac, et puis, en gros, il y a un composant mystère, là, et puis, il y a une résistance, comme d'hab. Et la question, c'est est-ce que c'est un condensateur, est-ce que c'est une bobine? Donc voilà, T égale à 0, on connecte à la tension. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Et donc là, c'est là où je vous renvoie à ce truc que j'ai fait là. Là, ça va nous servir ici. Voilà, ici, ça va nous servir. En gros, le truc, c'est que voilà, vous souvenez des comportements. Vous vous souvenez que la bobine, elle s'oppose au passage de l'intensité. Et donc, si j'avais une bobine, au début, l'intensité, elle serait nulle. Or, là, on vous dit l'intensité, elle est max là. Donc, a priori, c'est pas une bobine. D'accord. Ah, pardon, excusez-moi, c'est le. Ah non, je l'avais pas vu. Non, excusez-moi. Non, après. Non, là, c'est cohérent avec une bobine parce que l'intensité, c'est en bleu, là. Je croyais que c'était en violet, mais non, c'est en bleu. Alors, si I est en bleu, oui, c'est cohérent avec une bobine parce qu'effectivement, au début, l'intensité vaut 0 et après, voilà, la bobine s'oppose au passage du courant et ensuite, ça augmente. Donc, ouais, c'est cohérent avec une bobine. Et puis la tension aux bornes de la bobine, effectivement, au début, elle est forte, c'est la tension induite. Et puis après, à la fin, elle se comporte comme un fil et la tension vaut 0. Donc, effectivement, ça, c'est cohérent. Le fait qu'on ait un I qui passe de 0 et qui augmente vers une valeur constante et une tension qui, au contraire, chute vers 0, puisque la bobine, à la fin, se comporte comme un fil. Ça, c'est cohérent avec une bobine. Donc, on a envie de choisir l'AB. Mais encore faut-il vérifier que le L, ici, vaudrait 20 millihenries. Et comment je fais pour avoir le L? Et bien, ce que je fais, c'est que je regarde le temps caractéristique. Le temps caractéristique, ça, il faut retenir que c'est celui pour lequel j'ai atteint 63% de la charge ou alors 63% de la décharge, hein, puisque là aussi, je suis à 63%. Donc, soit vous avez atteint 63% vous avez perdu 63% de la tension, soit vous avez atteint 63% de l'intensité, c'est comme vous voulez. Il faut retenir 63%. C'est là qu'on lit
le temps caractéristique. Taux, ici, c'est 100 millisecondes. Et vous savez que c'est, alors, L sur R sur L, je ne sais jamais, voilà, taux égale L sur R. Donc, en gros, la question, c'est est-ce que j'ai bien un L qui vaut 100 millisecondes fois R? Et quand vous faites 100 millisecondes fois R, eh bien, ça vous fait 110-3 fois 5, ça fait 510-3. Donc, vous ne tombez pas sur 20 millihenry. Ça ne joue pas, en fait. Donc, on a envie de dire, oui, c'est cohérent avec une bobine, mais alors, ce ne serait pas une bobine de 20 millihenry. D'accord ? C'est pas cohérent avec un condensateur dans cet ordre-là, puisque le condensateur, c'est l'inverse, on a dit. On a dit qu'à la fin, le condensateur, il se charge, donc je vais avoir une certaine tension maximale, mais quand il arrive à la fin de sa charge, il n'y a plus d'intensité, donc c'est l'intensité qui vaudrait 0. Donc si c'était condensateur, il faudrait inverser, hein. La courbe bleue, ce serait la tension, et la violette, ce serait l'intensité. Alors bien sûr, tu ne peux pas avoir une résistance là, parce que s'il n'y a que des résistances et qu'il n'y a ni de capacité, ni de condensateur, ni de bobine, il n'y a pas de variation dans le temps. Quand j'ai que des résistances, c'est U égale RI, la loi d'Ohm, et j'ai aucune variation dans le temps. Donc ça ne peut pas être une résistance. Donc il nous reste à examiner cette proposition D. Il est possible que l'assistant ait interverti les courbes de courant et tension par erreur. Bah ouais, effectivement, c'est ce qu'on se dit. Dans ce cas, la réponse A serait correcte. Okay, donc ça veut dire, imaginons que ce soit effectivement l'intensité qui décroît, hein, ce serait I égale I0 exponentiellement T sur taux, et la tension qui serait égale à U max fois 1 moins exponentiellement T sur taux. À ce moment-là, est-ce que c'est cohérent avec une capacité de 20 millifarads? Donc, c'est cohérent avec une capacité, ça c'est ce qu'on a dit. Et par contre, est-ce que, vous savez que là, c'est taux égale RC qui va utiliser, est-ce que j'ai bien mes 100 millisecondes qui sont égales à 5 ohms fois 20 10-3 farad? Bah ouais, ça joue parce que quand vous faites 5 fois 20, ça vous fait bien 100, hein, 110-3, donc ça fait bien 100 millisecondes, d'accord? Donc effectivement, c'est la D qui est correcte. Rassurez-vous, je pense qu'on ne vous mettrait pas une question à l'examen en mode si on s'est trompé, bah la A est juste. Je trouve ça un peu tordu, mais voilà, je pense que ça explique l'exo. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Non. Non, c'est tout bon pour moi aussi. Ok. Ouais, bon, après, celle-ci, c'est des formules. Bon, la formule, elle est directement dans le formulaire, mais on peut la montrer ici. En fait, la tension induite, elle est proportionnelle, on a dit, à la variation du flux par rapport au temps. D'accord ? Le flux de B pour un solénoïde, ça va être S fois son champ magnétique, hein, le champ magnétique créé par lui-même, qui vaut mu0 n I sur L. Bon, ça, c'est une formule. Donc ça, c'est le flux du champ, le flux de B dans la bobine, hein. Et ce qu'on veut savoir, c'est en gros la valeur de L. On veut calculer L. Alors, encore une fois, vous avez la formule de L dans le formulaire, on peut la retrouver, mais c'est juste pour vous montrer que ce U égale moins D sur dt, c'est vraiment la formule de laquelle tout le reste découle pour l'induction. Donc, si je calcule moins D sur dt du flux, je fais moins sur dt de S mu0 ni sur L. Ah, pardon, le S, il faut multiplier par le nombre de spires, effectivement. Voilà. Donc, c'est moins D sur dt de... alors, en gros, tout est constant sauf l'intensité. Donc, je me retrouve avec S N2
mu0 sur L, dI sur dt. Et ça tombe bien, c'est ça que je définis comme le L. J'ai envie de dire que j'ai envie de définir un coefficient L tel que la tension aux bornes de la bobine soit égale à moins L dI sur dt. Et donc, c'est pour ça que L vaut ce S N2 mu0 sur L. Et c'est ce qui est donné dans le formulaire. Voilà, ici. Inductance d'un solenoïde creux, mu0 N2 A sur L. Donc là, voilà, vous utilisez cette formule. Vous avez S, voilà, vous avez S 4 cm², la longueur 0,25 m. Voilà, vous avez N qui vaut 1000 ou 300, ça dépend. Donc vous avez tout pour calculer les. On vous donne mu0, vous avez tout pour calculer L. Donc une fois que vous avez calculé L1 et L2 pour les deux solénoïdes différents, lequel faut-il utiliser pour éviter des variations brusques de courant? C'est celui qui a la plus grande L. Hein. On est d'accord que si je n'avais pas de bobine, ça ne me ferait rien. Donc plus mon inductance L est grande, plus ce caractère de la bobine va être marqué, c'est-à-dire que plus elle va s'opposer aux variations du courant. Donc il est préférable d'utiliser celui que vous avez trouvé avec la plus grande inductance. Et ensuite, lequel de ces deux solénoïdes est-il préférable d'utiliser pour filtrer des fréquences dans un circuit RL si on souhaite une fréquence de coupure la plus basse possible pour une résistance donnée? Alors, la fréquence, c'est en gros l'inverse du temps caractéristique. Et le temps caractéristique, c'était L sur R. Donc la fréquence, c'est R sur L. Ça aussi, c'est donné dans le formulaire. Hein. Et vous voulez la fréquence la plus petite possible. Si vous voulez la fréquence la plus petite possible, il faut que, pour la diminuer, j'augmente mon L qui est au dénominateur. Donc, vous allez prendre le L le plus grand, encore une fois. Hein. OK ? Tu arriveras à réexpliquer pourquoi pour le B, on a pris le plus grand des deux, s'il te plaît? Ouais. Alors, tu es d'accord que si je prends un circuit RL, imagine que pour l'instant, je mets, bon, j'ai un interrupteur là. Pour l'instant, je ne mets pas de bobine. D'accord ? Je ferme l'interrupteur, tout de suite, je vais avoir mon courant qui va circuler dans ma résistance. D'accord ? Bon. Maintenant, si tu veux t'opposer, si tu veux que le courant, au lieu de faire ça, si tu veux qu'il fasse ça, progressivement, l'idée, donc ça c'est I de t à chaque fois, hein, pour s'opposer aux variations brusques de courant, on met une bobine. Donc si tu mets juste une petite bobine, tu auras un petit effet. Alors si tu mets une grosse bobine avec plein de spires, tu auras un gros effet, tu vois, ça paraît logique, non? En fait, alors, pardon, pour expliquer mieux, toi, tu veux t'opposer aux variations, d'accord? Donc, tu veux un temps caractéristique. Ça, c'est mon temps caractéristique hein, pour lequel j'ai 63% de l'intensité qui s'établit, d'accord? Ton temps caractéristique, il vaut L sur R, d'accord? Donc, toi, tu veux un temps le plus grand possible pour retarder le moment, enfin, disons, pour faire augmenter sur une plus grande durée ta montée de l'intensité. Donc, tu veux un temps caractéristique qui soit grand. Tu veux que la durée, elle soit grande pour l'établissement de l'intensité. Si tu veux que le temps il soit grand, tu vois qu'il faut que L soit grand. OK ? Ouais, ok. Merci. Voilà. Et puis ça
cet exo, c'est le dernier, je crois. Ouais, c'est le dernier. Cet exo, il peut paraître dur comme ça, mais moi, ce que je vous propose de faire, c'est en gros de retenir vraiment les comportements des composants. Toujours pareil, la caractéristique qui est suivante, c'est que la bobine, elle aime pas les variations brusques de tension. Donc en gros, si vous essayez de faire varier brusquement la tension, la bobine, elle va pas aimer, elle va ouvrir le circuit, comme ça, il n'y a rien qui passe. Par contre, quand la variation est lente, la bobine, vous allez même pas, c'est comme si elle servait à rien, c'est comme si elle était remplacée par un fil. Donc si vous faites des variations brusques de tension, c'est-à-dire des hautes fréquences, eh ben, ça veut dire que, donc HF, hein, des grosses fréquences, ça veut dire que ma bobine, elle va être équivalent à un interrupteur ouvert. Alors que mon condensateur, ça va être l'inverse, à haute fréquence, c'est un fil. Par contre, si vous faites des basses fréquences, comme ça, vous faites varier doucement la tension, à ce moment-là, la bobine, donc low frequency, à ce moment-là, la bobine, elle va être équivalente à un fil, et mon condensateur, lui, il va être équivalent à un interrupteur ouvert. Interrupteur ouvert. Et finalement, quand on redessine tout ça, on va faire les deux cas. Allez, on va faire le cas haute fréquence ici. Je vais remplacer les bobines, donc je vais le faire en rouge, ce sera peut-être plus facile. On va faire haute fréquence en rouge, et après je gommerai, je ferai une autre couleur. Je vais remplacer la bobine par un interrupteur ouvert, et les condensateurs par un fil. Donc pareil, là, j'ouvre, il n'y a rien qui passe. Voilà. Donc là, vous avez en entrée une certaine tension. Donc le signal, ici, regardez, et alors ici, il peut passer par là ou par là. Ici, c'est un pont, hein. C'est pas un court-circuit, c'est un pont. Donc là, il aimerait bien passer, mais c'est ouvert. Hein. J'ai un interrupteur ouvert maintenant. Alors que là, par contre, il peut passer. En plus, ça tombe bien, il y a un fil. Ici, il passe. Ici, un interrupteur ouvert, il ne va pas passer. Donc, vous voyez, en fait, toute la tension, ici, U, va être transférée ici. C'est-à-dire ici, entre ici et là, je vais bel et bien avoir ma tension U. Alors que ici, bah, j'ai aucun courant qui va passer ici. Hein. Donc, quand je suis en haute fréquence, toute ma tension se retrouve au niveau de ce haut-parleur-là. Ok. Je vais faire... J'ai fait une petite impression écran, comme ça, je vais mettre on va comparer les deux à la fin. Maintenant, je gomme tout ça, et puis on va faire ce qui se passe à basse fréquence. Qu'est-ce qui se passe à basse fréquence ? Je vais faire en bleu. À basse fréquence, on a dit à basse fréquence, ma bobine, elle sert à rien, elle se comporte comme un fil. Donc là, je remplace ma bobine par un fil. Par contre, mes condensateurs vont se comporter comme des interrupteurs ouverts. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez votre tension d'entrée avec votre intensité. Ici, vous essayez... Ah bah, ça y est, là, elle ne passe plus. Hein. Elle n'a pas le choix, elle ne passe plus. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut aller par là. Ouais, c'est bon, elle a un fil ici, elle passe. Ici, il y a un interrupteur ouvert, donc elle ne va pas passer. Elle va aller par là. Donc, vous voyez, toute votre tension ici, vous la retrouvez aux bornes de ce haut-parleur. Donc, en fait, ça, c'est la basse. Donc, on va avoir toute la tension qui va pouvoir s'appliquer au niveau de cet haut-parleur qui arrive bien à retranscrire une tension, des variations de tension basse fréquence en un son. Voilà un petit peu l'idée de cet exo. Je ne sais pas si vous avez des questions. Une bobine. Enfin, j'ai compris que quand c'était à haute fréquence, du coup, il y avait des fortes variations,
Mais du coup, comment on sait, par rapport à interrupteur ouvert, j'ai pas trop compris ça. Comment c'est qu'une Ouais. bobine, c'est en... Alors, la bobine, on a dit, elle aime pas les variations. Tu te rappelles, dans les exos d'avant, euh, ouais, tu vois, au début, on a dit ce truc bleu, cette courbe bleue là, I égale U sur R fois 1 moins exponentielle moins T sur taux. C'est-à-dire que c'est une intensité qui vaut 0, même si tu viens de fermer l'interrupteur, l'intensité, elle vaut 0. Donc, tu vois, alors que normalement, si tu n'as pas de bobine, l'intensité, elle vaut direct U sur R. Mais là c'est U sur R fois 1 moins exponentielle moins T sur taux. C'est-à-dire que la bobine, en fait, dans un premier temps, tu as beau avoir cliqué sur l'interrupteur et fermé le circuit, il n'y a rien qui passe. L'intensité, elle vaut 0 au début. Hein. Ah, ok, ouais, c'est bon. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Donc la bobine, au début, c'est vraiment comme un interrupteur ouvert. Tu as beau avoir fermé, il y a 0 intensité. Et petit à petit, ça va s'établir. Donc c'est comme ça qu'on peut retenir. Bah, encore une fois, il faut l'apprendre par cœur, hein, mais on peut le retrouver facilement. Ça, c'est à retrouver facilement, mais il faut savoir le retrouver, quoi. Donc, on le retrouve facilement avec le fait que la bobine, elle aime pas les changements. Donc, haute fréquence, c'est des changements. Donc, si vous avez une haute fréquence, la bobine, c'est comme un interrupteur ouvert. Le condensateur, c'est tout l'inverse, du coup, c'est un fil. Et puis, à basse fréquence, la bobine, bah, elle s'oppose à rien. C'est une basse fréquence. C'est comme s'il n'y avait pas de changement. Elle s'oppose à rien du tout. C'est comme si c'était un fil. Et le condensateur, c'est l'inverse. Du coup, ce sera un interrupteur ouvert. OK? Ouais, merci. Ok, j'allais te demander si possible, juste si tu peux parcourir quelques exercices en te donnant des exemples qu'on a dans la vraie vie. Par exemple, celui-là, moi, j'ai un petit peu appris, compris après, c'est les enceintes. Alors, le woofer, c'est le subwoofer. C'est ce qu'on appelle subwoofer, c'est ça, pour les graves. Et voilà, et le tweeter. Et puis, par exemple, pour le 10, tu peux me donner un exemple pratique? Qu'est-ce que ça peut représenter, ce solénoïde, par exemple? Alors, bah, je pense que en gros, tu sais, parfois, quand tu fermes un interrupteur, parfois, tu as ce qu'on appelle des surges. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu que ton courant il se fasse comme ça, ça fait, pour certaines raisons, ça fait des surges de courant comme ça, tu vois, ça fait des intensités très grandes. Et, et ça, on n'aime pas parce que tes composants, ils peuvent cramer, quoi, si tu as une intensité Ok, très, très grande. Du coup, tu vas avoir envie de lisser cette augmentation du courant et que ça passe plutôt comme ça. Donc, tu vas avoir envie de rajouter une bobine pour éviter, pour vraiment lisser ça, quoi. ok, par exemple, pour ne pas brûler les électroménagers ou comme ça. Exactement, exactement. Le fait que tu vois, souvent, on ne fait pas attention, on fait pas, tu vois, on branche directement, l'appareil il est déjà sur on, et tu mets directement un courant dedans. Si tu n'as pas des bobines comme ça risque de faire ces surges, et puis du coup, pour éviter ça, on peut penser qu'on peut mettre une bobine. Ok. Une application dans la vraie vie d'un médecin, alors merci. Ah, ouais, vraie vie d'un utilisateur de grille-pain professionnel, je dirais plutôt, Voilà, c'est ça, mon point mais de vue. non, mais après, les bobines, c'est pour faire, c'est surtout, enfin, du point de vue du médecin, la bobine, c'est l'application reine de la bobine, c'est l'IRM. Parce que pour faire l'IRM, tu dois faire un champ magnétique énorme. Pour créer un champ magnétique énorme, il n'y a pas 50 000 solutions. Tu dois faire circuler un courant, un courant fort, grâce à une bobine pour lui donner une direction privilégiée, tu vois.